Alors notre premier intervenant est en visioconférence. Je vais vous le présenter, ce qui donnera le temps à l'équipe de caler tous les réglages techniques qui vont bien. C'est une intervention de cadrage pour lancer nos travaux, un bilan de la situation sur base des éléments apportés par le dernier rapport du GIEC. C'est Xavier Fetways qui vous propose cette intervention qui va prendre une petite vingtaine de minutes. Il est climatologue au sein de l'Université de Liège. Il est déjà connecté depuis tout à l'heure. Je pense qu'il est prêt. Je vais pouvoir commencer. Allez. Voilà. Donc, petite vingtaine de minutes. Je vais discuter, en fait, ici, nous, à l'Université de Liège, on fait tourner un modèle du climat qui s'appelle le modèle MAR et qui permet de faire des zooms, alors des projections futures à haute résolution sur la Belgique. Alors voici un peu l'évolution des températures à tourner de 1950 jusqu'à la fin du siècle. Donc en bleu, c'est les observations et en rouge, c'est la trajectoire probable actuelle. Et donc vous voyez que typiquement en Belgique, on va vers une Belgique à la fin du siècle qui sera 4 à 5 degrés plus chaude qu'au siècle précédent. Et alors, non, je pense que vous devez voir ma souris. Et vous voyez aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans les projections futures versus les observations, c'est que pour le moment, le climat se réchauffe beaucoup plus vite que ce que les modèles prévoient. Et typiquement, on est 10 ans en avance par rapport au modèle. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est malheureusement la fourchette basse, parce que pour le moment, les modèles sont en retard. Et je vais vous parler notamment de la période 2030-2060, qui correspond à un monde à plus de 2 degrés, à l'échelle globale, un monde à plus de 2 degrés, quel sera le climat qu'on aura en Belgique, sachant qu'actuellement, en 2024, on a déjà dépassé le fameux seuil de 1,5 degré à l'échelle globale. Donc 2 degrés, c'est vraiment très rapide, probablement que ce sera dès la décennie 2030. Alors, quelles seront les anomalies climatiques dans un monde à plus de 2 degrés? Alors ici, il faut faire très attention, c'est que dans mes slides, ma période de référence est 1980 à 2010, mais pour le GIEC, c'est 1850. Ça veut dire que, par exemple, ici, je montre au-dessus à droite les anomalies de température en été. Si donc ici, ça monte jusqu'à plus de 2 degrés. Si on fait ça par rapport à 1850, il faut rajouter plus 1,3 degrés. Et typiquement, un monde à plus de 2 degrés, c'est une Belgique à plus 3 degrés. Voilà, il faut chaque fois rajouter 1 degré par rapport à un monde à plus 3 degrés, c'est une Belgique à plus 4 degrés max. Et je ne vous cache pas que pour le moment, on va vers une trajectoire mondiale à plus 3 degrés à la fin du siècle. Alors concrètement chez nous, donc d'ici 10-20 ans, qu'est-ce qu'on va avoir? Vous voyez qu'ici, donc au-dessus à gauche, c'est l'anomalie de température annuelle, anomalie de température en été, et les anomalies de précipitation, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc annuelle et en été. Au niveau des températures, vous voyez tout de suite que c'est surtout en été que ça va se réchauffer par rapport à la température annuelle, et c'est surtout l'Ardenne qui va se réchauffer. L'Escaut, c'est une région où ça chauffe un peu moins par rapport au reste de la Belgique, et c'est principalement lié à la proximité de la mer, qui fait un effet tampon. Au niveau des précipitations, donc c'est des changements en pourcent. Vous voyez qu'à l'échelle annuelle, on a une légère augmentation des précipitations, mais ce n'est pas significatif. Par contre, en été, une diminution des précipitations. Et là, par contre, la région de l'Escaut est fortement touchée. C'est une des régions les plus touchées avec la côte en termes de précipitations. Donc, vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça, parce qu'ici, évidemment, c'est des moyennes et que ça cache les extrêmes. Alors, en parlant d'extrêmes, avant de parler des précipitations, on va d'abord s'intéresser ici aux extrêmes chauds. Donc, le nombre de jours où la température est supérieure à 30 degrés et le nombre de nuits où la température est supérieure à 20 degrés. Alors au-dessus, c'est les statistiques actuelles, 1980 à 2010, et en dessous, c'est dans un monde à plus de 2 degrés. Typiquement, on a une augmentation des statistiques de plus de 300%. Alors si on va se placer ici dans la région de Tournai, avant on avait 3-4 jours chauds, et ici maintenant, on aura en moyenne tous les étés, typiquement 15 jours chauds, donc au-dessus de 30 degrés. Pour les nuits, idem. Avant, on n'avait quasi pas de nuit tropicale, et vous voyez que dans un monde à plus de 2 degrés, on aura typiquement 10 jours, une semaine à 10 jours de nuit tropicale chaque été. Et alors ici, vous voyez l'évolution du nombre de jours de nuit tropicale à Liège. Liège, c'est aussi le même climat que l'Escaut, typiquement.
Et vous voyez qu'à partir de 2050, on a une augmentation exponentielle avec à la fin du siècle, typiquement un mois, avec des nuits tropicales. Alors, en termes de précipitations, qu'est-ce qu'il en est? J'ai dit qu'on allait avoir une diminution des précipitations, en moyenne en été, surtout c'est l'été qui va être le plus touché, mais ça cache des choses, les moyennes. Et ici, voici des graphiques qui montrent cette fois-ci la probabilité d'avoir un été sec, la probabilité d'avoir un été humide, donc statistiquement sec et statistiquement plus humide que la moyenne. Ça, c'est les probabilités sous le climat actuel, au-dessus, 1980-2010, et en dessous, c'est les probabilités à plus de 2 degrés. Alors, actuellement, on avait la probabilité d'avoir un été sec, c'était typiquement 10% sur la période 80-2010. Dans un monde à plus de 2 degrés, la probabilité d'avoir un été sec, surtout dans la région de l'ESCO, on est presque de 30%. Ça veut dire qu'un été sur 3 sera sec statistiquement. En termes des étés humides, cette fois-ci, on voit que, donc, typiquement avant, on avait 10% d'été humides à 4% d'été humides, qui étaient plus humides que la moyenne. Et vous voyez que dans un monde à plus de 2 degrés, on a une légère diminution, mais ce n'est pas significatif. Et donc, on aura toujours des étés humides. Et donc, en fait, on va avoir, en moyenne, les étés vont devenir plus secs. Il est clair que la probabilité d'avoir des étés secs va augmenter, on sera passer de 10 à 30%, donc un été sur 3 sera sec. Mais on aura toujours des étés très humides, type l'été 2021. Et donc, ça restera probable, ce genre d'été. Donc, vous voyez ici tout de suite, par exemple, la différence dans les photos satellites entre l'été 2022, qui a été très sec, et l'été 2021, qui était beaucoup plus humide, et on voit tout de suite la réponse sur la végétation. Alors, si on revient justement sur cette variabilité qui va augmenter dans le futur, voici l'évolution d'un indice de sécheresse. Ici, c'est une moyenne sur toute la Belgique. Donc, c'est un indice de sécheresse qui est, je dirais, quand il est positif, ça veut dire qu'on est dans des étés humides, et quand c'est négatif, ben, vous voyez qu'en dessous de moins 1, c'est la sécheresse, et en dessous de moins 2, c'est la sécheresse extrême. En bleu, les observations, puis en orange, les projections futures jusqu'à la fin du siècle. Dans les observations, on retrouve l'été de 1976, le fameux été de 1976, l'été de 2019, l'été de 2022 et 2021, par contre, a été très humide. Alors, vous voyez que dans le futur, ben, effectivement, on va avoir de plus en plus des périodes très sèches, avec des indices qui vont même descendre en dessous de moins 3. En fait, statistiquement, on ne peut pas descendre en dessous de moins 3, c'est pour ça que c'est seuillé les valeurs ici, mais on pourrait même être pire que, en tout cas, 2019, 2021, 1976. Mais on gardera quand même encore des étés très humides, aussi humides que 2021. Et donc, ça veut dire que c'est vrai que les étés vont devenir plus secs en moyenne, mais ça ne nous met pas à l'abri d'avoir encore des étés très humides, comme un peu cet été-ci. Alors, en termes de climat, qu'est-ce qu'on va avoir en Belgique? Alors, je sais bien qu'ici, je montre Liège, mais le climat de Liège ou de l'Escaut, c'est fort proche. Alors, au-dessus, à droite, il y a plein de statistiques, mais ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, plutôt, c'est ceci, la carte ici de France, où je montre à quelle année, à quel climat de Liège ça correspond en France. Vous voyez qu'en Liège, en 2030, on aura le climat du Mans, de la ville du Mans. Et puis en 2050, le climat de Poitiers, Angoulême, Agen en 2090 et Toulouse en 2100. Et globalement, en Belgique, on va vers le climat du Gers. Je ne sais pas si vous voyez où c'est le Gers, mais c'est la zone rouge ici en France. Donc Bordeaux est là, c'est une région qui n'est pas le long de la mer, mais un peu plus à l'intérieur de terre. Et voici en background une photo typique du Gers. Il y a des vignes évidemment, il y a une végétation qu'on ne retrouve pas du tout ici pour le moment. Et dans le Gers, au fond des vallées, il y a plein de petits étangs parce que comme ça, pendant l'hiver, les agriculteurs font une réserve d'eau et pendant l'été, alors ils pompent cette eau-là pour arroser les champs. Donc c'est une région qui est beaucoup plus sèche que nous, en tout cas qui a des étés très secs, dans lequel il y a une région aussi dans laquelle il y a des incendies de forêt et tout ça. Donc c'est vraiment un risque qui va arriver chez nous. Et c'est vers là qu'on va pour le moment si on continue comme ça. Alors, ça veut dire ça ne veut pas dire qu'on va aller comme ça jusqu'à la fin du siècle. J'espère qu'on va bouger, mais pour le moment, avec les engagements actuels, c'est vers ça qu'on va à la fin du siècle. Donc il faut faire des engagements beaucoup plus forts. Quand je dis les engagements, donc c'est-à-dire suite au COP notamment. Alors, peut-être un sujet d'actualité pour essayer de bien comprendre pourquoi est-ce qu'on a des étés plus secs, et une augmentation des étés secs, et une augmentation aussi des étés humides, alors qu'en moyenne, on va avoir moins de précipitations. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas assez bien pour le moment dans les médias, et donc il est bon de vous le rappeler.
c'est lié au fameux jet stream. Jet stream, c'est un courant atmosphérique qui circule à 10 km d'altitude, donc c'est du vent. Normalement, ce jet stream, il tourne autour de la Terre, comme ceci, typiquement à nos latitudes. Et il emporte avec lui les dépressions et les anticyclones. Et donc, ça, si on a un jet stream fort, ça veut dire que les dépressions restent quelques jours chez nous, et puis on a un anticyclone, et ainsi de suite. Donc, quelques jours de beau temps, quelques jours de pluie. Normalement, c'est le climat normal qu'on a chez nous. Le moteur du jet stream-là, c'est simple, c'est simplement la différence de courant d'air entre les pôles et l'équateur. Plus le contraste est fort, plus le jet stream va être fort, plus la dynamique atmosphérique va être forte, plus les systèmes météo vont être balayés d'ouest en est. Avec le réchauffement climatique, les pôles pour le moment se réchauffent 4 fois plus vite que l'équateur, du coup ce contraste diminue, le jet stream est en train de diminuer en vitesse, et il est en train aussi d'osciller comme on le montre ici sur la figure ici. Et c'est ce qu'on a observé cet été ici. Voici par exemple le jet stream au mois de juin, où il a fait très mauvais chez nous. Et le problème du jet stream, quand il commence à osciller comme ça, c'est qu'il va emprisonner soit des anticyclones, soit des dépressions. Et on a eu ici en permanence, en juin et juillet, une dépression chez nous qui était emprisonnée dans le jet stream, et la dépression ne pouvait plus bouger, ce qui explique pourquoi on a eu du très mauvais temps. Parfois, le jet stream peut emprisonner un anticyclone, comme ce fut le cas cet été-ci sur l'Europe de l'Est, et à ce moment-là, si on est dans un anticyclone, on va avoir de la zone de chaleur, des canicules et des sécheresses. Et donc c'est pour ça qu'on peut être soit emprisonné, avoir un anticyclone qui est emprisonné au-dessus de chez nous, et ça reste des semaines et des semaines, et ça génère des canicules, des sécheresses, des feux de forêt, et ainsi de suite. Si c'est une dépression, à ce moment-là, le risque principal, ça va être la pluie et des inondations. Et donc, c'est pour ça on va avoir des effets contrastés, soit on sera en permanence dans une dépression, soit en permanence dans un anticyclone. Avec, en été, un anticyclone, ça veut dire zone de chaleur. Alors, en termes d'inondation, il faut savoir aussi que pour 7%, pour 1 degré gagné dans l'atmosphère, on peut avoir plus 7% d'eau dans l'atmosphère. Donc, ça veut dire que si on a précipitation, les précipitations seront plus intenses. Alors, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, mais c'est quand même important de savoir, c'est est-ce qu'on pourra avoir un événement type juillet 21 dans la vallée de l'Escaut. Alors ici, c'est pas facile à comprendre, mais en gros, ce sont des projections futures des événements extrêmes de précipitation sur la Belgique. Alors ici, en noir, c'est la vallée de la Besse, parce qu'on avait fait ça pour étudier la vallée de la Besse. Alors vous voyez que c'est fonction des différents scénarios, différents modèles, comme ça vous voyez un peu les incertitudes. Mais globalement, la région de l'Escaut, c'est pas la région en Belgique qui est la plus dangereuse. Pourquoi? Parce que, en termes, en tout cas, d'inondation type juillet 21, parce qu'on n'a pas de relief. Et juillet 21, la vallée de la Besse, par contre, c'est la zone rouge en Belgique, et c'est lié principalement au relief des Alpes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des événements extrêmes aussi dans la vallée de l'Escaut, mais en tout cas, c'est moins probable que dans la vallée de la Besse. Alors, je ne vais pas, parce que le temps passe, il y a 12 minutes, je ne vais pas m'attarder sur tous les événements extrêmes qu'on peut avoir. Il faut savoir qu'il y a certains événements, on a encore beaucoup d'incertitudes, parce qu'il y a deux phénomènes antagonistes qui se mêlent, c'est-à-dire que plus, évidemment, il fait chaud, plus on a l'énergie pour alimenter les événements extrêmes, mais pour avoir des événements extrêmes, il faut des contrastes de température, soit entre le nord et le sud, soit entre la surface et l'altitude. Or, le nord se réchauffe plus vite que le sud, et la haute altitude se réchauffe plus vite que la surface. Et donc, ce sont deux antagonistes. Et donc, c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de choses, comme les ouragans, les tornades, et tout ça, on ne sait pas très bien comment ça va évoluer. Mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'on va avoir une augmentation des sécheresses, un risque de feux de forêt, ça c'est clair, et aussi une augmentation de pluies intenses et de crues associées. Évidemment, une diminution des vagues de froid et de neige et une augmentation des canicules. Alors c'est vrai qu'on a encore beaucoup d'incertitudes sur les événements extrêmes, notamment en Belgique, notamment pour tout ce qui est tornades et ouragans et ainsi de suite. A priori, il ne devrait pas en avoir nécessairement plus, mais il serait plus intense. C'est pour le moment le stade, enfin, c'est comme ça que pour le moment la science conclut avec nos connaissances actuelles. Mais une chose est sûre, ici vous voyez par exemple là, une carte de Tournai en 1865 et ici en 2022, c'est que vous voyez que la ville de Tournai avant c'était juste le centre-ville, il y avait rien, il y avait des champs, des bois autour, et maintenant tout ça est bâti. Et donc il est clair qu'avec l'augmentation de la population et du bâti, un même événement fera beaucoup plus de dégâts qu'avant, en termes notamment les événements liés à des vents forts ou des inondations. Ça c'est certain, indépendamment du réchauffement climatique.
Alors ici, je vais terminer cet exposé par discuter du niveau, de la hausse du niveau des mers. Alors je sais bien que Tournai est à l'abri évidemment de ça, mais l'ESCO, le bas de l'ESCO, lui par contre, n'est pas du tout à l'abri de ça, parce que ce sera une des régions les plus touchées par la hausse du niveau des mers. Et si vous voyez ici, sur la carte en bleu, la zone qui serait en dessous du niveau de la mer en 2100. Donc, typiquement, pour le moment, les projections, je dirais une projection modérée du niveau de la mer, c'est plus 1 mètre en 2100. Et voici tout ce qui serait sous eau, et notamment la ville d'Anvers sera au niveau de la mer. Il faut savoir que la gare d'Anvers est à 1 mètre au-dessus du niveau de la mer, et ça veut dire, évidemment, ça va perturber fortement l'ESCO, parce que la mer va remonter dans l'ESCO. Alors, en termes de niveau de la mer, souvent les gens pensent 1 mètre plus 1 mètre, ça veut dire plus 1 mètre partout. Et en fait, voici ici, au-dessus à droite, une carte de hausse du niveau de la mer en 2100, et vous voyez que ici, c'est pas du tout homogène, que par exemple New York sera beaucoup plus touché que l'Europe. Et en fait, globalement, l'Europe, elle est très sensible à la fonte de l'Antarctique. Pour une question de gravité terrestre, les eaux de l'Antarctique vont dans l'hémisphère nord, et notamment en Europe, et les eaux du Groenland de fonte vont dans l'hémisphère sud. Or, en Antarctique, c'est là qu'il y a les plus grands dangers. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des glaciers de l'Apocalypse, mais globalement, ici, vous voyez, ce sont des projections futures du GIEC. Alors, ce que je vous ai montré ici, ce sont les courbes ici, à 1 mètre, c'est la prévision modérée. Mais par contre, vous voyez que sur ce même graphique du GIEC, il y a une courbe en pointillé qui monte jusqu'à 1,5, voire 2 mètres en 2100, et qui est probable. Et ça, ce serait lié à l'instabilité de l'Antarctique de l'Ouest, sachant que les eaux de l'Antarctique de l'Ouest vont directement chez nous. Qu'est-ce que c'est cette instabilité-là? L'Antarctique de l'Ouest, il faut savoir que la glace est tellement lourde là-bas que le continent est en dessous du niveau de la mer. On a 4 km de glace au-dessus d'un continent qui est au-dessus du niveau de la mer. Vous avez donc un immense glaçon qui est là. Et sur le bord des glaçons, de ce glaçon-là, vous avez 2-3 glaciers qu'on appelle les glaciers d'Apocalypse. Alors pourquoi on appelle ça les glaciers d'Apocalypse? Parce que ces glaciers jouent le rôle de contreforts, comme les contreforts d'une cathédrale. Et ces glaciers sont en train de fondre, par en dessous notamment, parce que l'océan est de plus en plus chaud. Et si ces glaciers se rompent, à ce moment-là, la cathédrale, le gros bloc de glace, pourrait tomber dans l'eau, et on pourrait avoir une hausse du niveau des mers de plusieurs mètres, alors d'un coup. Et ça correspondrait à une hausse de plusieurs mètres chez nous, à nos côtes, et ce qui impacterait évidemment directement la vallée de l'Escaut, qui est pour moi la région la plus dangereuse en termes de hausse du niveau de la mer. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions ou voilà, dans Vous étiez au bout de l'exposé? Vous étiez au bout de l'exposé au moment où vous Oui, j'étais au bout de l'exposé. Ok, oui, super. Bah, d'abord, on va vous remercier pour cet exposé. Je pense que même si vous ne voyez pas la salle, vous allez pouvoir entendre les applaudissements.